Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera spécialement dédicacée à ce mois d'octobre, un mois très important dans la communauté Booktube. Et je ne vais pas faire exception avec cette vidéo aujourd'hui, puisque tu l'auras lu je pense dans le titre. Je vais venir te proposer plusieurs lectures avec cette petite ambiance qui peut être assimilée à ce mois d'octobre si particulier, où les esprits semblent revenir, envahissent des petites villes. Je fais toujours semblant d'avoir mon micro, mais je sais toujours pas comment il fonctionne ce micro, donc j'ai beau il s'allume, il s'éteint, et je sais pas quoi faire. Donc je suis désolé encore pour le son qui risque d'être pas ouf, mais si vous m'entendez tout de même, c'est le plus important. Malheureusement, ma voix ne sera pas isolée du reste de mon environnement. Je suis en face d'une fenêtre, il y a des gens qui passent, des voitures, des camions, on peut entendre mes voisins à côté. Voilà, donc je suis désolé pour tous ces petits bruits qui risquent d'y avoir à côté, mais peut-être que ça donne une touche encore plus fantastique à cette vidéo. En plus ce truc m'énerve. Donc en fait, voilà, je vais le reposer. Alors il y a des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois. Je pense que le premier livre de cette sélection, je l'ai lu avant les vacances d'été. Donc comme d'habitude, quand je vais faire un résumé qui semble un peu vague, c'est que malheureusement, je me souviens plus très bien de tous les événements. Et en fait, ce dont je me souviens très généralement, c'est peut-être plutôt du style d'écriture, des impressions par-ci par-là, des sensations que j'ai pu avoir. Parfois peut-être des scènes qui m'ont un peu marqué, mais ça en reste là finalement. Donc c'est vrai qu'après, retrouver mes esprits pour essayer de faire un résumé détaillé, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si je suis le seul. Est-ce que ça l'est aussi pour toi quand tu essayes de parler d'un livre dont tu as lu il y a même 1 ou 2 mois et que tu as lu d'autres livres entre-temps? Est-ce que tu t'en mêles aussi un peu les pinceaux? Est-ce que pour toi ça reste très flou et tu gardes seulement une idée? Quand j'ai arrêté les vidéos, c'était plus difficile pour moi d'ailleurs de retrouver de quoi parler réellement un livre que j'avais lu il y a même 2, 3 semaines, un mois. Et je me rends compte que faire des vidéos, ça me force à entraîner un peu ma mémoire. Et je me rends compte qu'en parlant des fois que en fait ça vient tout seul. Je vous dis ça parce que c'est un peu le cas avec Les dangers de fumer au lit. On parle en ce moment d'ailleurs de cette autrice parce que son dernier livre est sorti en France et j'ai très envie de lire son dernier livre et surtout tous ses autres livres par contre à Mariana Enriquez parce que c'est une plume, parce que ça reste quand même une voix assez singulière aujourd'hui, même dans, je dirais, la communauté fantastique horreur. Voilà, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Après, ça reste des nouvelles. Donc, te faire des résumés de chaque nouvelle, ça sera impossible pour moi. Mais sache que si tu recherches des nouvelles horrifiques, fantastiques, avec une ambiance particulière, une ambiance très bizarre, très chelou, je te conseille ce livre. Vraiment. Il y a une écriture directe, c'est une écriture franche, crue. Vraiment, quand je dis crue, c'est peut-être le mot. Charnel aussi, j'ai envie de dire. Ce dont je me souviens, les impressions qui me restent des nouvelles, c'est que il y a toujours quelque chose qui se passe, qui prend des contours, mais qui n'a pas vraiment d'essence pure et dure. Ça va être des suspicions, ça va être de la paranoïa, ça va être des personnages qui imaginent des choses, des personnages qui ressentent des choses extrêmement fortes, extrêmement vives. Ça va être des situations hardcore. Parce que là, il me vient une nouvelle, par exemple, sur la fanitude de jeunes filles envers un chanteur qui va aller jusqu'au cannibalisme. C'est horrible. Il y a des images comme ça hyper fortes avec vraiment des scènes qui ne durent pas très longtemps, qui sont peut-être sur quelques paragraphes seulement, mais qui tout de suite vont t'agripper.
et vont tout faire pour essayer de te faire réagir. Parfois ça marche énormément, parfois ça tombe un peu comme un soufflet. Il y a des nouvelles qui sont vraiment très bien faites du début jusqu'à la fin avec des chutes intenses et d'autres qui restent un peu en surface, qui restent un peu dans ce côté finalement très atmosphérique, ce côté un peu brumeux parfois. Et donc ce sont les nouvelles qui m'ont très souvent le moins plu. C'est une expérience de lecture, j'ai envie de dire aussi. C'est une manière de rentrer dans une écriture. En fait, ce livre arrive à sortir du lot, je trouve, par rapport à des livres plus fantastiques, plus horrifiques, plus classiques dans ce genre-là, dans ce sens où l'écriture est vraiment ultra contemporaine. Ça pourrait être du Virginie Despentes en France, mais à la sauce Mariana Enriquez, donc c'est-à-dire à la sauce fantastique, horrifique, espagnole, avec aussi toute une culture hispanique que l'on ressent. Et voilà, il y a beaucoup de puanteur dans ce livre. Franchement, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très porté quand même sur les sens. Donc parfois, il peut y avoir un effet de dégoût, un peu. Moi, j'adore lire ce genre de livre pour ça, pour ressentir des choses, pour que ça me fasse réagir, parce que je trouve que la littérature, et surtout la littérature horrifique, est là pour donner ce genre de sensation. Et moi, j'adore avoir ce genre de sensation-là, être un peu mis dans un inconfort, dans quelque chose d'un peu malaisant. Là, c'est le cas. Si tu n'aimes pas ce genre de sensation, évidemment, je te conseille pas de lire ce livre-là. Et peut-être les livres d'après, d'ailleurs. Hein, peut-être que la littérature un peu horrifique, fantastique, tout ça n'est pas fait pour toi. Parce que là, c'est pas dans du feel good du tout, mais au final, on lit ça et je trouve qu'il y a quelque chose de très cathartique. Ensuite, j'ai lu un livre qui n'est pas un livre horrifique du tout, qui est un livre plutôt fantastique, onirique, voire même métaphysique. Quand je vais te montrer le livre, tu vas comprendre directement, puisque j'ai lu le dernier, Haruki Murakami, La cité au mur incertain, c'est aux éditions Belfond. Et c'est traduit par qui? C'est traduit par Hélène Morita, avec la collaboration de Tomoko Ouno. La cité aux murs incertains, c'est un peu un livre-poème, parce que il va avoir aussi tout un jeu autour du réel, de l'irréel, et autour du vocabulaire, du langage poétique. On va suivre un homme qui est tombé amoureux d'une fille à l'adolescence. Il en est toujours amoureux alors qu'il a plus d'une trentaine d'années, voire même la quarantaine. Et il se souvient d'une promesse faite par cette fille. Cette fille a disparu depuis, il l'a perdue de vue. Et il aimerait la retrouver et il se souvient de la création d'un monde imaginaire par son amoureuse, par cette fille. Il se dit peut-être qu'elle est quelque part dans ce monde imaginaire et donc il veut y aller. Ça va se produire, c'est cette fameuse cité aux murs incertains, une cité mouvante qui est née de l'imagination donc de cette jeune fille et voire en fait de notre héros. C'est une cité où il faut délaisser son ombre dans une espèce de ferme à ombre. Et notre héros va travailler dans une bibliothèque des souvenirs. Au fur et à mesure que son ombre est dans cette cité enfermée dans cette ferme, on lui prévient qu'au moment où son ombre va disparaître complètement, il ne pourra plus sortir de cette cité. Et donc à ce moment-là, va se retrouver un espèce d'enjeu de est-ce que je reste dans cette cité imaginaire, qui n'est pas si imaginaire que ça, qui n'est pas si irréel que ça, puisqu'en fait ce qu'il y vit est vraiment est très réel, ça se passe réellement, mais c'est dans un autre monde.
Donc est-ce qu'il reste dans cette cité un peu étrange où il voit son amoureuse, mais son amoureuse ne se souvient plus de lui? Euh, ou alors est-ce qu'il fait tout pour revenir dans le vrai monde? Donc c'est une question sur la dualité entre fiction et réalité, entre imagination, création, entre vraie vie et vie inventée, euh, et entre plein d'autres choses, entre ombre et lumière. La structure de ce livre est quand même assez particulière et pour moi ça m'a un peu dérouté puisqu'on a plutôt l'impression d'être dans trois nouvelles distinctes. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Haruki Murakami dans une postface puisqu'il évoque la création de ce livre et il dit qu'au départ ce roman est en fait une grande nouvelle qui correspond à la première partie du livre. Et je trouve que ça se ressent énormément, puisqu'il y a un vrai début et une vraie chute dans la première partie. Et je trouve que c'est donc beaucoup plus difficile de se remettre et de ne pas vouloir quitter le livre à la deuxième partie, puisque c'est un peu autre chose. Il y a quand même un arrière-goût de brouillon à la deuxième et à la troisième partie. Surtout à la troisième partie, ça finit un peu en queue de poisson. Il y a beaucoup de répétitions dans ce livre, ça c'est fou. D'un paragraphe à l'autre en fait qui veulent dire la même chose. Donc il y a beaucoup de redites. Donc ça apporte des lourdeurs qui ne sont pas nécessaires. J'aurais été beaucoup plus embarqué, beaucoup plus emporté. Même si j'ai bien aimé le moment. J'ai bien aimé ces questions métaphysiques. J'ai trouvé ça très intéressant. L'univers, la cité imaginaire m'a passionné. Et en fait la deuxième partie est pas mal parce que il y a aussi quelque chose de très fantastique puisqu'on y parle de fantômes et donc il y a même quelque chose de peut-être un peu plus angoissant d'ailleurs, des choses qui peuvent prêter à rire aussi mais qui finissent par bien fonctionner et je trouve que ça c'est un peu le génie entre guillemets de Haruki Murakami parce qu'il nous propose plein d'images qui peuvent être des images burlesques mais qui au bout du compte bah, t'emporte. Et tu te dis, bah, pourquoi pas finalement, c'est vrai. Je peux l'imaginer et ça a peut-être une forme de cohérence, alors que, en vrai, pas du tout. Mais bon, on rentre quand même dans le jeu au final. Mais je trouve que dans ce livre-là, il faut mettre beaucoup plus de temps que d'habitude et surtout, il faut un peu ramer par moment. Voilà, c'est pas le livre le plus intense et le plus fou que nous ait proposé Haruki Murakami. Pour moi, le chef-d'œuvre d'Haruki Murakami, ça restera toujours Kafka sur le rivage. C'est un peu une version un peu moins bien de Kafka sur le rivage, quoi. Voilà. Mis à part ça, ça reste une très belle histoire, ça reste quand même assez inspirant. Et j'aime beaucoup les histoires qui parlent de création littéraire, qui s'interrogent sur les manières de créer, sur l'imaginaire de manière générale, et sur le pouvoir de cette imagination. Et j'aime beaucoup euh, les livres d'Haruki Murakami pour ça, parce que ça nous emmène réellement ailleurs. C'est assez surréaliste. Ensuite, c'est le dernier livre que j'ai lu, le dernier roman que j'ai lu pour le moment. Alors ça a été très long aussi à lire ce livre. J'ai passé aussi un très très beau moment. C'est Salem de Stephen King, dans sa version livre de poche, avec ses nouvelles couvertures. Ça reprend l'édition d'avant, hein, avec deux nouvelles qui se passent dans le village de Salem, qui nous enrichit pas beaucoup plus que ça par rapport au roman, mais qui continue un peu l'atmosphère lugubre qui ressort de ce livre. Et il y a aussi les scènes coupées qui nous permettent de voir quand même la richesse de l'écriture de Stephen King et sa manière d'agencer les choses et tout son travail en fait autour de ce livre, puisque il considère que ce livre est un de ses chefs-d'œuvre et que ça a été un travail assez colossal. Alors, je dirais pas que c'est mon livre préféré de tous les livres de Stephen King que j'ai lus. J'ai dû en lire 7 dans ma vie pour le moment. C'est le deuxième roman que publie Stephen King, donc en 1976. C'est Dracula projeté dans les années 1970. C'est surtout l'histoire d'une ville
qui tombe sous le coup des vampires. C'est une histoire de vampires. Et c'est une très bonne histoire de vampires, qui reste assez classique hein, quand même. Mais je trouve que sous la plume de Stephen King, il y a un côté quand même un peu jouissif quand même à cette histoire, et c'est surtout ça que j'ai bien aimé. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Stephen King, c'est sa manière de poser l'ambiance et de continuer à nous faire vivre dans cette ambiance vraiment très lugubre d'un village, là c'est un village, d'une petite communauté qui s'effrite au fur et à mesure. Chaque personnage ressent qu'il se passe quelque chose lorsque Ben Mears arrive, et surtout lorsque un personnage un peu excentrique débarque dans une maison, une grande maison, voire même un manoir qui se trouve en amont de la ville, qui a une vue sur tout le centre du village. Cette maison a subi beaucoup de choses, dont plusieurs suicides, plusieurs meurtres auparavant. C'est la Marston House, la maison de Marston. Et ce Marston était un personnage un peu diabolique qui a hanté le village pendant très longtemps et qui continue à le hanter d'une certaine façon. Donc Ben Mears, qui est un écrivain, qui est natif de ce village, débarque dans ce village plusieurs années après. Il a une histoire assez sordide avec la Marston House, puisqu'il y a vécu des visions assez étranges. Et dès qu'il débarque dans cette ville, il ressent encore une fois ce profond malaise. Et il aimerait écrire sur ce malaise, il aimerait écrire sur le village de Salem. Alors je dis ville, mais c'est un village, ok? Je n'arrête pas de faire l'erreur depuis le début de cette vidéo. C'est un village, voilà. Et Stephen King va s'attarder à nous présenter différents personnages de cette communauté. Il y a des personnages, je vais vous le dire direct, qui ne servent pas à grand chose. On sent qu'il prend du plaisir à décrire un peu leur manière de vivre, leurs habitudes, leur personnalité, qui sont pour la plupart quand même des personnalités très contradictoires, assez paradoxales, très complexes. Donc moi ça me dérange pas personnellement, j'adore quand Stephen King nous plonge dans une ambiance, et malgré les longueurs, malgré la lourdeur qu'il peut y avoir parfois, ça aide quand même à être totalement immergé dans le village de Salem. Donc ce n'est pas totalement inutile, mais ça ne sert pas à grand chose puisque ces personnages-là, on va pas forcément les revoir beaucoup plus après. Et il y a des scènes fortes. Il y a des scènes qui m'ont fait mal au ventre, qui m'ont donné la chair de poule. Je revois encore ces vampires qui volent, je revois encore l'image de ce garçon qui est en train de voler et qui regarde son frère ou je ne sais plus qui à travers la fenêtre. Je revois encore ces enfants qui se perdent dans le bois, qui entendent des bruits, qui entendent des choses assez terrifiantes, qui sentent que quelque chose de terrifiant se passe et qui vont être totalement emportés. C'est très triste aussi par moments ce livre. Pareil, par contre, bémol sur l'histoire d'amour. Stephen King est quand même dans les clichés quand il essaie d'évoquer cette histoire d'amour. Il est aussi un peu dans les clichés à certains moments sur certains personnages, alors que d'autres en fait sont très complexes. Donc c'est ça aussi qui est un peu... Il y a quand même... c'est pas très bon tout le temps. Il y a quand même pas mal de moments de faiblesse dans ce livre. On a quand même la sensation que Stephen King, à un moment donné, ne sait plus très bien comment faire dérouler son histoire, comment l'amener à l'apothéose. On sent qu'il y a un peu des choses un peu déséquilibrées dans cette histoire. Par contre, il y a des personnages qui meurent, on n'avait pas du tout envie qu'ils meurent, et j'étais là, mais non, mais pourquoi? Et ça aussi,
Ça fait réagir. J'avais l'impression parfois d'être devant Game of Thrones et avoir des réactions comme ça, épidermiques, en me disant mais c'est pas possible, pourquoi? Mais je déteste Stephen King, pourquoi est-ce qu'il me fait endurer ça? Pourquoi est-ce qu'il maltraite autant ses personnages? Euh, Mais il les maltraite, c'est pour donner vraiment aussi de la tension. Par moments, il y a des déséquilibres. Par moments, Stephen King arrive très bien à doser le suspense qu'il peut y avoir, la tension. Il y a des scènes vraiment folles. C'est pour ça aussi que je pense que ça reste un classique de Stephen King, puisque finalement, c'est le deuxième roman qu'il publie, et ça va être un peu l'origine de tout ce que Stephen King va faire par la suite. Ça a fini par être un peu une référence. Stephen King va ensuite reprendre certains motifs qu'il peut y avoir dans ce livre pour les développer dans d'autres livres. Parce qu'en fait, finalement, plus que d'une histoire de vampire, c'est l'histoire de la destruction d'une ville. Et c'est ça qui est bouleversant, en fait, quand on le lit comme ça, quand on comprend ce livre de cette manière-là. Et c'est ça qui amène une richesse énorme à ce livre, qui le distingue d'autres livres de vampires. Je disais que ça faisait penser à beaucoup d'autres livres de Stephen King. Il va reprendre des motifs, ça fait penser à la ville de Derry, ça fait penser à toutes ces petites villes qu'il va décrire par la suite dans la plupart de ses autres romans et qui se passent dans le Maine. Des villes fictives mais qu'il arrive très bien à faire vivre et donc ça apporte cette dose de frisson. Puisqu'on s'imagine très bien, très bien, ce petit village de Salem. Et donc c'est aussi une écriture qui est très cinématographique. Je le conseille, il faut ne pas être réticent aux descriptions longues qu'il peut y avoir, aux descriptions atmosphériques qu'il peut y avoir et qui prennent vraiment leur temps. Il n'y a pas énormément de répétitions, mais il y a beaucoup de longueur. Et c'est un peu cher à l'écriture de Stephen King. Ça lui donne aussi de la densité, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu trop long. Donc, il ne faut pas être réticent sur ces longueurs. L'histoire reste quand même géniale. On est dans une histoire d'horreur pure et dure, assez classique, mais qui fonctionne très bien. Et enfin, j'avais envie de vous parler, pour finir cette vidéo, d'un livre que je n'ai plus en ma possession puisque c'est un collègue de boulot qui me l'a prêté. C'est une bande dessinée, c'est génial puisque c'est l'adaptation du livre de Cormac McCarthy, La Route. Mais c'est absolument dingue, c'est un chef-d'œuvre. Je te parle dans cette vidéo de livres avec une ambiance assez particulière, bien ancrée, bien établie, très spéciale. Là, c'est un chef-d'œuvre dans ce genre de livre d'atmosphère et d'ambiance, puisque on ressent tout dans ce livre à travers l'illustration, à travers les images, à travers l'agencement des cases. Ce sont des planches sublimes qu'on a même envie d'encadrer. C'est intense, on sent tout le silence désertique, toute la désolation. Un père et son fils dans l'Apocalypse. C'est un livre de la fin du monde. On suit donc ces deux personnages qui survivent. Des personnages qui sont à la limite presque des morts vivants d'ailleurs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre ces personnages. Au début, on les voit un peu comme des ombres, comme des silhouettes. Au fur et à mesure des pages, la couleur arrive et on voit vraiment après les expressions de leur visage. On ressent la maigreur de leur chair, mais c'est prenant. Ça donne des frissons et ça donne les larmes aux yeux aussi parce que c'est bouleversant. Il y a des scènes extrêmement fortes. Tu vas le ressentir dans tout le corps. Et ben je dois te dire que ne regarde même pas le film si tu as envie de connaître cette histoire. Lis cette bande dessinée. Parce que c'est intense et c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est morbide, c'est glauque, c'est pas drôle du tout. Les couleurs sont un peu ternes par moments, mais il va y avoir des explosions parfois de couleurs et c'est ce qui t'amène à cette dose d'émotion et à ce débordement d'émotion. Il y a une scène qui se passe dans une cave et qui est digne de The Walking Dead.
C'est angoissant, ça donne vraiment des angoisses. Je le considère vraiment comme un chef-d'œuvre et c'est, je pense, la meilleure bande dessinée que j'ai lue de toute ma vie pour le moment. Et il y a beaucoup de planches muettes, sans parole. Ça aurait pu d'ailleurs être une bande dessinée sans parole du début à la fin. Ça m'aurait fait la même chose. Et voilà, c'est fou. Voilà pour tout ce que j'ai lu récemment et qui peut être assimilé à cette ambiance d'octobre. N'hésitez pas à me donner vos conseils lecture euh, en termes horrifiques, en termes d'épouvante et fantastique, surtout fantastique. J'adore quand il y a des ambiances fantastiques et un peu lugubres. Comme d'habitude, je ne sais pas finir une vidéo, je ne sais pas dire au revoir, mais il est temps de dire au revoir pour cette vidéo aussi, ou en tout cas de vous dire à la prochaine, toujours sur ma chaîne. C'était Maël, salut!